Ouh là là, waouh. Quel accueil. Merci. Quel est le point commun entre une souris d'ordinateur, des post-it, c'est mes préférés, et des papiers de toilette, c'est ceux de l'université? Selon vous? C'est quelque chose d'essentiel, principal, fondamental, la base de tout en fait. Ça vous dit quelque chose? On en a besoin. Pardon? On en a besoin. On en a besoin, c'est vrai. Ça a été créé. Ça a été créé. Par d'une idée. Ça part d'une idée, exactement. À la base de tout ça, ce sont les idées. On parle de la création d'entreprises, on parle du fait de créer de nouvelles idées, mais comment les faire? Quand l'équipe d'Uninov est venue me voir et puis m'a proposé de faire une conférence, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais vous raconter en fait concrètement? Alors je pourrais vous parler de plein de choses et on est parti sur le principe de plutôt parler juste de mon expérience et je me suis dit mais ça ne suffit pas, il faudrait donner un peu plus, aller un tout petit peu plus loin que juste mon expérience. Parce que l'expérience, c'est de la pratique, mais on ne peut pas en retirer quelque chose parce que chacun est unique et du coup, si vous voulez l'appliquer dans votre réalité, ça peut peut-être pas vous aider. Et je me suis dit que peut-être la chose la plus intéressante, ça serait de vous parler des idées. C'est ce qui m'intéresse en fait depuis presque 10 ans maintenant. Enfin, depuis toujours, mais depuis 10 ans, je suis dans ce monde qui est le monde de l'idéation. Et ce qui est fondamental, simple, les idées, c'est aussi la chose la plus compliquée quelque part. C'est comment est-ce qu'on fait des idées. Et beaucoup pensent que les idées, c'est quelque chose, d'un coup, vous avez une idée géniale, vous créez votre start-up, vous faites des millions, vous la revendez et vous allez faire un peu de pêche dans la Méditerranée. Mais dans la réalité, c'est souvent 1% d'inspiration, c'est 1% d'idées et 99% de transpiration. Enfin, vous connaissez le bonhomme qui a dit ça, c'est Edison. Je n'étais pas là pour l'entendre, mais j'aime bien cet exemple parce que c'est en fait ça la réalité. C'est énormément de transpiration et il y a énormément de difficultés. Et quand on s'intéresse aux idées, ce qui se passe, c'est que certains arrivent et puis vont dire moi je suis un créatif, pour moi faire des idées c'est simple. Et un autre va venir et va dire moi les idées ça m'emmerde. Et je suis quelqu'un qui agit, qui travaille, mais les idées je laisse ça aux créatifs, à ceux qui sont un peu déstructurés. Et du coup le monde est un peu divisé en deux catégories. Ceux qui conçoivent des idées et ceux qui les mettent sur le marché, qui les implémentent. Et la réalité, c'est qu'on se trompe avec ce modèle-là. Mais c'est assez historique, parce qu'il y a une date à retenir, c'est 1623. En fait, jusqu'en 1623, les idées étaient quelque chose qui était associé à la divinité, c'est-à-dire ceux qui avaient des idées, les créatifs, c'était ceux qui étaient connectés avec le Tout-Puissant. En gros, il y avait ceux qui recevaient le message divin et il y avait les autres. Et il a fallu attendre ce certain monsieur Matthias, dont son nom de famille est imprononçable, j'ai déjà essayé, je ne vais pas le refaire, pour qu'il commence à se rendre compte qu'il commence à écrire dans ses poèmes, donc c'est un poète, qu'il y a les idées divines évidemment, mais de l'autre côté il y a une autre forme d'idée, c'est celui de l'artisan, c'est celui qui conçoit, qui crée, qui travaille, qui transpire. Et le mot qu'il a défini, c'est le artiflex. Artiflex, c'est en fait la base du mot artisan. C'est le fait de créer quelque chose, non pas du message divin, mais le fait de juste de sa propre initiative. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire que les idées pouvaient être de nous-mêmes, sans recevoir un message divin. Mais il aura fallu attendre les années 50 pour qu'on commence à vraiment s'intéresser à comment est-ce qu'on fait des idées. Faire une start-up, c'est chouette, mais avant, il faut trouver une bonne idée. Et pendant tout ce temps-là, il n'y avait rien. C'est-à-dire les gens essayaient de faire quelque chose. Mais en 1950, on a commencé à aller plus loin avec l'invention d'une méthode que vous connaissez tous, que vous avez peut-être tous déjà utilisée à l'école.
Ça vous dit quelque chose? Une méthode de créativité qui permet de générer des idées. Voilà, tout le monde connaît le brainstorming, enfin presque. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler du brainstorming? Ok, bon, vous êtes dans là-bas. Ça va être plus simple du coup. Donc le brainstorming était la première fois où quelqu'un s'est dit, mais attends, on peut commencer à structurer les idées, on peut commencer à créer une espèce de process pour générer des solutions, les analyser, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que l'université de Buffalo, qui est une université aux États-Unis, a commencé à faire de la recherche autour des méthodes de créativité. Et c'est dans ces années 50 que des méthodes ont émergé. Vous connaissez peut-être le mind mapping. Il y a d'autres méthodes qui sont venues par la suite. Mais je ne vais pas vous faire un cours sur la créativité et sur le mind mapping ou le brainstorming, mais peut-être quelque chose de plus essentiel à garder à l'esprit quand il s'agit de créer des idées. Parce que vous êtes venu ici peut-être avec une volonté de créer une start-up ou une entreprise, ou peut-être juste par curiosité, c'est possible. Mais de toute façon, il y a une chose qui est sûre, peu importe ce que vous faites dans votre vie, et même si vous ne faites rien, il vous faut des idées. N'importe quand, n'importe où. Et l'ensemble de ces méthodes de créativité sont reliées à ces trois éléments qui sont sur ce tableau. C'est-à-dire que chaque fois qu'on essaye de trouver une nouvelle solution, la première chose qu'on fait, c'est le fait d'ouvrir le champ de la réflexion. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas très bien à l'école, parce qu'à l'école, on nous apprend à répondre à des questions. On ne nous apprend pas à formuler des questions. Et quand il s'agit de générer des solutions, en fait, en premier, on devrait être capable de formuler des questions. Et on est extrêmement mauvais à ça, formuler des bonnes questions de réflexion. Et la phase de divergence que vous voyez sur le tableau, c'est justement cette phase de questionnement. On pose des questions pour générer des alternatives, des possibilités de solutions. Ce qui est marrant, je vous parle de ça, parce qu'en même temps, ce que je vous présente, j'essaie de l'appliquer moi-même dans mon activité quand il s'agit de trouver des solutions. Les entreprises que j'ai créées existent, mais pour que ça se développe, il faut des idées. Donc c'est quelque chose d'assez universel que je vous présente ici, et peut-être un peu théorique, mais vous le faites naturellement. Ce n'est pas quelque chose de totalement étranger, je pense, pour vous. Donc je reviens, en premier, quand il s'agit de générer des solutions, on va ouvrir le champ de la réflexion, donc on va diverger en se posant des questions. Et ce qu'on connaît aussi très bien, c'est la phase de convergence à la fin de ce losange, c'est-à-dire le fait d'analyser les idées, les évaluer, enfin ce que vous faites à l'université, ce qu'on fait tout le temps dans les écoles, c'est-à-dire la capacité à avoir un avis critique sur les choses. Mais où on est beaucoup moins à l'aise, c'est quand il s'agit d'aller dans cette phase qui est au milieu de ces deux triangles, l'émergence des idées. Comment est-ce que les idées nous arrivent dans l'esprit ? Je ne sais pas votre résultat avec les brainstorming, mon résultat avec le brainstorming est désastreux, c'est-à-dire ça marche rarement très très bien, quoi. Souvent on tourne autour du pot, on recrée les mêmes trucs, on essaie de les packager un peu différemment, mais c'est jamais si frais que ça, ce n'est pas des idées si intéressantes que ça. Mais quand on veut avoir des bonnes idées, vraiment des idées qui fonctionnent, on doit se concentrer sur la phase qui est la phase d'émergence. C'est la phase la plus floue et celle qu'on ne peut pas contrôler avec des méthodes de créativité ou avec d'autres outils. C'est cette phase, vous savez, quand vous êtes en train de courir ou marcher, ou vous êtes en train de prendre une douche, ou juste posé, chill, en train de siroter un thé ou un café, et que l'esprit commence à travailler tout seul, sans faire un brainstorming, sans discuter avec les autres. C'est cette phase où les idées commencent à s'associer, des trucs se mettent ensemble. Ça vous parle un peu ? Ça, c'est en fait la phase où des idées émergent. Ce qui est paradoxal, c'est que cette phase-là est souvent réduite au maximum, parce qu'on est tellement mal à l'aise dans le fait de ne rien faire. On associe, en fait, dans la société, le fait de créer des idées à quelque chose où on agit. Il faut faire. Il faut faire. Je vous en parlerai, mais ce qui est marrant, c'est qu'il faut agir. Mais on est rarement dans cette phase où on va juste penser. Ne rien faire, juste penser. Et c'est de ça que je voulais vous parler de ce losange qui est le processus d'idéation. Donc on parle du processus d'idéation comme le processus du fait de créer de nouvelles idées. Donc les idées, c'est un truc un peu bizarre, un peu conceptuel, on ne peut pas vraiment le toucher, mais on peut le structurer, on peut le gérer. Et ça, c'est une façon peut-être qui peut vous aider, et c'est peut-être aussi celle qui m'a le plus aidé dans mes enjeux à moi. On a fait des idées,
où on veut en faire, mais il nous faut évidemment ces principes de brainstorming, vous les connaissez tous, hein, le fait d'associer les idées, le fait de jouer sur la spontanéité, le fait d'encourager la quantité au lieu de la qualité. Donc on essaie d'avoir beaucoup d'idées potentielles pour ensuite les évaluer. Enfin, vous connaissez un peu les principes de brainstorming. Ce n'est pas mon intention de passer du temps là-dessus, mais ce qui est le plus important, c'est le jugement des idées. C'est que les idées sont émotionnelles. Une idée que je pense qui est bonne, pour vous, peut-être elle n'est pas si bonne. Et une idée que vous pensez qui est bonne, peut-être pour monsieur, ça ne sera pas forcément une bonne idée. Et comment se mettre pour que nous trois, on se mette d'accord? C'est quelque chose comme assez étonnant parce qu'on veut se concentrer sur le fait de mettre une idée sur le marché, mais souvent quand je dois mettre une idée sur le marché ou je dois concrétiser quelque chose, eh ben, je dois mettre des gens d'accord. Et je dois mettre d'accord sur mon idée. Et il se peut que cette idée, nous trois, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il faut tester le marché. Mais comment faire quand, justement, même à nous trois, on n'arrive pas à se mettre d'accord? On peut tester les trois. Oui, on peut tester les trois. Sur quels critères? On doit avoir des paramètres définis. Exactement, des paramètres définis. C'est exactement ça. Donc, il faudrait qu'on se mette d'accord sur des paramètres et qu'on les évalue. Et ce qu'on ferait en tant que bon professionnel, on se dirait, on va faire des évaluations et on va se mettre d'accord sur 3 critères. Je cite ici les critères de Vitruve. Donc, Vitruve était un homme très méconnu par le public jusqu'à ce que Da Vinci le dessine. Donc, l'homme de Vitruve, tout le monde connaît l'homme de Vitruve, qui est ce petit bonhomme tout nu. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est Vitruve lui-même. Donc, Vitruve a existé quelques centaines d'années avant Da Vinci. Et Da Vinci l'a dessiné pour faire honneur à lui. Et Vitruve était le premier architecte de l'histoire. C'était le premier mec qui, en fait, commençait à concevoir des choses qui allaient être des édifices. Et dans son livre qui s'appelle Da Architectura, il a défini ce qu'était une belle architecture, une belle conception. Il a défini ces 3 critères. Utilitas, c'est-à-dire la faisabilité, firmitas, viabilité et la désirabilité. Donc, une bonne idée, c'est quelque chose qui est désiré. C'est bizarre, hein, on parle d'émotion comme ça, donc quelque chose qui concerne un marché peut-être. Et c'est peut-être le critère le plus compliqué pour se mettre d'accord, nous trois, si je reprends un peu l'exemple de nous trois. Et qu'est-ce qu'on ferait? On ferait une évaluation justement. On évaluerait selon ces critères, nous trois, et puis on essaierait de voir les évaluations de chaque idée. Et ce qui est étonnant, c'est que si on regarde que les évaluations, souvent les idées, elles sont intéressantes, mais on ne remarque pas ce qui est une bonne idée. Une bonne idée, c'est celle qui est différenciatrice sur le marché. Donc, si vous avez de l'intérêt pour la création de start-up, ne vous concentrez pas sur le fait que tout le monde soit d'accord avec votre idée, mais plutôt à quel point les gens ne sont pas d'accord avec votre idée. Et plus les gens ne sont pas d'accord avec votre idée, c'est-à-dire qu'entre nous trois, il y a un écart très élevé, donc une grande polarisation des points de vue, et bien ça signifie que c'est une bonne idée. Quand les gens ne sont pas d'accord, c'est que là, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est peut-être un élément que je voulais souligner par rapport à la start-up, le fait de créer quelque chose. Souvent, quand je rencontre des entreprises, ils essaient de mettre tout le monde d'accord. On est dans une démarche un peu démocratique, on va avoir une moyenne élevée. Et dès qu'il y a un écart type élevé, on est là, oula, c'est pas bien. Mais en fait, non, c'est quand on n'est pas d'accord qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est dans la différenciation que les belles choses existent, en fait. Et ça, c'est peut-être quelque chose, si vous avez de l'intérêt pour la start-up, gardez ça à l'esprit. Ça aide énormément pour aussi rester authentique dans ses décisions. Bonjour. Donc, on a généré des idées, on les a faites, etc., etc. Et puis moi, je ne me suis toujours pas présenté, en fait. À part Loïc qui a dit, ben voilà, c'est Monsieur Sedat à Diaman, et ben ça me fait plaisir, vous m'avez applaudi, c'est super sympa, ça me touche. Mais peut-être juste quelques mots sur moi. Donc, j'ai fait une formation dans la conception industrielle et ensuite j'ai travaillé dans l'industrie. Dans la conception industrielle, la gestion de projet, je me suis intéressé au processus de créativité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des idées en fait? Est-ce que c'est une idée? J'ai commencé à travailler avec des sociétés en freelance, j'ai démissionné, j'ai créé ma société, j'ai fait une formation en emploi le soir, le week-end, enfin ça vous parle peut-être. Et j'ai créé en 2014 Think to Make, qui est une manufacture d'idées. En gros, c'est une société de consulting en innovation. Donc ce qu'on fait, c'est des interventions dans des équipes de projets, souvent R&D ou marketing, ou parfois les deux, où on va les accompagner pour définir la problématique, générer des idées, les évaluer, les prototyper, les valider et les soutenir pour la mise en application sur le terrain. Ça, c'est ce qu'on fait. Il y a quelques logos et ça fait toujours bien, quelques articles de presse aussi, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est un
un thème plus spécifique dans mon activité, c'est qu'à l'école, j'étais vraiment nul en français. Je suis né en Turquie, j'ai grandi en Allemagne, je parle 4 langues et il n'y en a pas une que je parle très bien. Enfin, il n'y a pas une langue que je maîtrise super bien. Et je me disais toujours qu'un jour, je serais super fort à l'école, en français. Parce que j'étais vraiment nul en français. Toutes les autres matières, ça allait, mais vraiment le français, j'avais de la peine. Et pour moi, être super fort en français, c'était le jour où tu es capable d'écrire un bouquin, c'est que tu es fort en français. Vous voyez un peu le truc, hein, le mec, s'il arrive à écrire un bouquin, c'est qu'il maîtrise son thème. Donc j'ai écrit le bouquin Faire avec un ami, Manuel Schmalzstieg, avec qui j'ai aussi cofondé Coworking Neuchâtel, peut-être certains ont entendu parler, on est dans le bâtiment de la Poste. Et c'est un livre qui parle justement des méthodes de créativité. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer un peu après. Le résultat, c'est que je suis toujours nul en français. Ça n'a rien changé si jamais. Mais ça, c'est peut-être une manière parfois de se tester soi-même. Et pas attendre que ça nous tombe dessus, mais une expérience assez intéressante avec soi-même. Parce que je suis plutôt de nature extravertie, enfin je vais facilement vers les autres. Là, ça m'a mis une claque. Et en fait, je devais travailler avec moi-même tout seul, il n'y avait personne d'autre, on est solitaire. Et peut-être que, déjà, ça fait 6 ans que je travaille tout seul, enfin moins maintenant parce qu'il y a Quentin qui m'a rejoint depuis peu. Mais c'est vrai qu'écrire un bouquin, c'est la phase la plus solitaire qu'on peut avoir. Et peut-être c'est aussi, si on résume l'activité de l'entrepreneur ou de celui qui crée quelque chose, à part si vous venez de familles qui ont des milliards et qui peuvent vous aider à sponsoriser votre start-up, normalement vous démarrez avec rien en fait, juste avec vous-même. Et la personne la plus difficile avec qui travailler, c'est soi-même en fait, ce n'est pas forcément les autres. Et ce bouquin-là, ça m'a mis vraiment une claque parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment très simple. Donc je vous disais que l'activité de l'entrepreneur, c'est une activité de start-upper, hein, pas de l'entrepreneur qui a déjà une 60aine de collaborateurs, de la grosse PME, mais je parle vraiment de celui qui démarre quelque chose. C'est vraiment difficile. Et les 2 ressources qu'on a quand on démarre, c'est sa créativité. Donc je vous ai parlé des idées, c'est la chose qu'il faut vraiment soigner, sa capacité à générer et à trouver des solutions. Et ce n'est pas en travaillant plus dur que ça marche. Et la deuxième chose, c'est la productivité. Et c'est peut-être l'autre élément que j'aimerais vous sensibiliser. Si jamais je vous fais une présentation, mais après ma présentation, on peut discuter, c'est en deuxième partie. Et après, on pourra suivre aussi dans l'apéritif. Je ne l'ai pas dit avant, Loïc m'avait dit, tu le diras. J'ai dit oui, maintenant je l'ai dit, c'est bon, c'est bon. Ok, on continue. Donc, la créativité, j'ai passé un peu de temps dessus. Et l'autre partie, c'est la productivité. Je vais passer un peu moins de temps dessus, mais peut-être la chose qui m'a mis vraiment une claque quand j'ai découvert ces 4 façons de faire une action. C'était dans un bouquin, je ne sais plus lequel maintenant, qui disait qu'en fait, il y a 4 façons d'agir, il y a 4 façons de faire une action. Et pour moi, pendant longtemps, quand j'ai démarré, j'essayais de tout faire. J'ai tout fait, donc je faisais ma comptabilité, mon marketing, mon site internet, mes cartes de visite, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, le nettoyage de mon bureau, y compris, tout était à ma charge. C'est génial, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. À un moment donné, il fallait être capable d'accepter qu'on ne peut pas tout faire. J'ouvre un peu. Hein. Et quand j'ai découvert ça, c'était super intéressant, la partie productivité. Et la première chose à faire, c'est de ne pas faire. Autant dans la partie productivité que dans la créativité, la procrastination est un outil extrêmement puissant. On vous dira peut-être l'inverse, mais moi je vous dis que la procrastination, c'est incroyable. La procrastination, c'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre, mais ce que j'ai découvert, c'est que si je procrastine, c'est que mon esprit a besoin de plus de temps pour maturer la réflexion. Donc l'idée est en train d'émerger, comme je l'ai présenté avant. Donc il faut accepter ça. Mais l'autre chose en lien avec la procrastination, c'est que parfois en procrastinant et en ne faisant pas certaines actions, elles s'éliminent toutes seules. Et ça, c'est vraiment sympa. Parce que parfois, on veut tout faire, mais on n'arrive pas et on ne fait pas et ça part. Peut-être en lien un peu avec ça, c'est aussi le laisser-faire. Le fait de ne rien faire et d'attendre, parfois ça devient hyper urgent et là ça signifie qu'il faut le faire et parfois il faut éliminer et puis laisser tomber.
Et quand j'ai démarré, ben, je ne faisais pas ça, j'essayais de tout faire. Donc à un moment donné, vous bossez 18 heures par jour et puis vous avez à peu près perdu tous vos amis. Et puis vous demandez si ce que vous avez fait, qui vous motivait à la base, eh ben, est-ce que ça fait toujours sens? Donc quand j'ai découvert ça, ça m'a fait du bien. L'autre chose vraiment sympa, c'est le faire faire avant de faire. Le faire faire est top. Mais quand vous êtes tout seul avec votre bureau qui mesure à peu près 80 sur 1,20, je crois, vous savez, ces vieux bureaux Ikea, tout petits, eh ben, il n'y a personne pour faire faire des tâches. Donc là-dessus, dans mon cas, ce que j'avais découvert, c'était des plateformes de freelancing. Donc il y a des sites où vous pouvez déléguer des tâches. Je ne devrais peut-être pas le dire, peut-être c'est des gens à l'étranger qui le font, peut-être qu'on peut discuter au niveau éthique, etc. Mais quand vous êtes dans la M et que vous devez avancer et que vous n'avez pas les moyens, eh ben vous prenez des gens à l'étranger qui ne vous coûtent pas très cher, qui peuvent vous faire peut-être juste la rédaction d'un petit article, de quelque chose que vous galérez à faire en fait. Ça, c'est une version. Si vous avez de l'intérêt pour la startup, ben, il y a des plateformes qui existent. Je ne vais pas faire du marketing ici. Mais l'autre opportunité, c'est à un moment donné de trouver des gens qui vous aident. Et moi, j'ai eu énormément d'aide de ma famille en premier. Ma famille m'a aidé à faire même des brochures de présentation de ma société. C'est ma maman qui m'a aidé à les relier. Mon épouse qui les reliait aussi avec ma maman. Donc, c'était vraiment… toute la famille a contribué dans la société, dans la startup. C'était assez drôle. Et après, c'est les amis qui vous donnent un coup de main. Après, c'est les fous. Les gens qui vous soutiennent, vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais ils trouvent que c'est génial ce que vous faites. Vous dites, moi aussi, je trouve ça génial et vous travaillez avec et puis c'est top. Et après, si vous avez de la chance, ben, vous avez la chance peut-être d'avoir un collaborateur, un stagiaire, quelqu'un qui vous aide en fait. Et c'est souvent un élément essentiel, le faire faire. Tout ce qui est facile pour vous, vous devez le faire. Tout ce qui est difficile pour vous, vous ne devez pas le faire. Tout ce qui est facile pour vous, vous devez le faire payer très cher. Tout ce qui est difficile pour vous, vous devez le faire gratuitement. Peut-être ça peut vous aider dans des réflexions. La productivité. Eh bien, j'arrive au bout en fait. Mais évidemment, je pourrais vous parler pendant des heures et vous faire plein de slides, je pourrais vous donner plein de choses, etc. Et ce n'était pas mon intention non plus. Et peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, c'est sur le site internet think2make.ch. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter et puis vous pouvez télécharger des outils. Et mon invitation et ma proposition ce soir pour vous, c'est un peu un challenge en fait. C'est que quand vous vous inscrivez, un des premiers emails que vous recevez de ma part, c'est un briefing, un cahier des charges vierge. Donc en gros, c'est 5 chapitres, c'est ce qui est écrit ici, c'est-à-dire la situation, le but global, le but du projet, résultats attendus et critères de succès. Et mon invitation, c'est d'aller là-dessus, vous téléchargez et vous faites l'exercice et vous me l'envoyez. S'il y a un projet qui vous parle, il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez travailler et que vous avez besoin et envie d'avoir un avis externe, ma spécialité, c'est être franc, donc je ne me gêne pas en fait de dire si je pense que c'est de la merde. Donc ça peut toujours aider, enfin, ou vous pouvez me détester, mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous dit si c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour lui ou pas. Et pas des gens qui caressent juste parce que des gens qui se font « ouais, c'est génial ce que tu fais, c'est top », mais en fait, ça ne fait pas avancer. Donc, c'est de faire ça. Ensuite, vous recevez plein d'autres outils. En fait, pendant 1 mois et demi, tous les 2 semaines, vous recevez des outils à télécharger et puis vous pouvez travailler sur votre projet. Donc, je vous invite à faire ça si ça vous intéresse et à m'envoyer par email à cette adresse qui est en dessus, mon adresse directe, et puis je vous ferai un feedback dessus.